Je m'appelle Kai, j'ai 29 ans et je travaille comme spécialiste en marketing dans une grande entreprise à Chicago. Je n'aurais jamais pensé qu'un mardi ordinaire changerait ma vie pour toujours. À un instant, je présentais les prévisions trimestrielles à l'équipe de direction. L'instant d'après, tout est devenu flou. Une douleur atroce a traversé mon crâne avant que l'obscurité ne m'engloutisse complètement. Je me suis réveillé seul dans un lit d'hôpital, des machines bipant autour de moi. Un médecin s'est approché, un presse-papier à la main. « Nous avons appelé vos contacts d'urgence, vos parents » a-t-il dit. Ils ont dit qu'ils viendraient, mais il s'est interrompu maladroitement. Ils ne sont jamais venus. Si vous vous êtes déjà senti abandonné par les personnes qui devraient vous aimer le plus, veuillez aimer et vous abonner. Commentez d'où vous regardez et restez pour une histoire sur ce que la famille signifie vraiment. En grandissant dans notre maison de banlieue de classe moyenne près de Boston, nous ressemblions à la famille américaine parfaite sur les photos de cartes de Noël. Mon père, Frank, un architecte respecté avec sa propre petite entreprise, portait toujours des costumes sur mesure et une expression sérieuse. Ma mère, Diane, enseignait en 3e année à l'école primaire locale, aimait des élèves et des parents pour sa patience et sa créativité. Ma sœur, Vanessa, de 3 ans mon aînée, complétait notre portrait de famille avec ses notes parfaites et son apparence impeccable. De l'extérieur, nous avions tout, la maison de style colonial avec la clôture blanche, les dîners en famille tous les soirs à 6 heures précises, les vacances d'été à Cape Cod. Mais sous ce vernis poli se cachait une réalité douloureuse avec laquelle je luttais quotidiennement. J'étais la fille oubliée, vivant pour toujours dans l'ombre de Vanessa. « Regarde le projet de science de ta sœur », disait mon père, jetant à peine un coup d'œil au mien. « Première place encore. Pourquoi ne peux-tu pas t'appliquer comme Vanessa ?» Ce n'était pas que j'étais une mauvaise élève. J'ai maintenu une moyenne générale solide de 3,8 tout au long du lycée, j'ai participé au club de débat et j'ai fait du bénévolat au refuge pour animaux local. Mais à côté du 4,0 de Vanessa, de sa présidence du corps étudiant et de son admission à Princeton, mes réussites auraient aussi bien pu être invisibles. Kai a juste besoin de faire plus d'efforts, disait ma mère au professeur lors des réunions, même quand j'étais assise juste là. Nous savons qu'elle a du potentiel. Sa sœur n'a jamais eu ces problèmes. Les comparaisons constantes sont devenues la bande sonore de mon enfance. Quand je ramenais un A, la question était toujours de savoir pourquoi ce n'était pas un A+, comme Vanessa l'aurait obtenu. Quand j'ai remporté la 2e place au concours d'art régional, mes parents sont venus, mais ont passé tout le temps à parler de la façon dont Vanessa avait remporté la 1re place 3 ans plus tôt. Mon 16e anniversaire est tombé le même week-end que le bal de la sororité de Vanessa à l'université. Mes parents ont conduit 6 heures pour l'aider à se préparer, me laissant avec un gâteau acheté en magasin et une note hâtive, promettant que nous fêterions cela le week-end suivant. Nous ne l'avons jamais fait. Au moment de ma remise de diplôme de fin de lycée, j'avais cessé d'attendre de mes parents qu'ils soient là pour moi. Ils sont venus, bien sûr, les appareils photo prêts et souriant fièrement alors que je traversais la scène. Mais le dîner de célébration qui a suivi était entièrement centré sur les fiançailles récentes de Vanessa avec Travis, un étudiant en médecine d'une famille riche. Ma lettre d'admission à l'université Northwestern à Chicago n'a mérité qu'une mention passagère. Chicago est si loin, avait dit ma mère en fronçant légèrement les sourcils. Vanessa est restée beaucoup plus près de la maison. C'est une bonne école, avait concédé mon père, bien que ce ne soit pas tout à fait Princeton. J'ai choisi Northwestern spécifiquement parce que c'était loin de Boston, loin des rappels constants que je ne serais jamais à la hauteur. Chicago représentait la liberté, une chance de me définir selon mes propres termes sans le poids de la comparaison qui m'écrasait quotidiennement. Vanessa s'est installée dans la vie conjugale à seulement 20 minutes de nos parents. Elle a eu 2 enfants parfaits en 3 ans, un garçon et une fille avec des boucles blondes assorties comme les siennes. Elle a décoré sa maison coloniale de 5 chambres dans le même style que notre mère, a organisé des dîners pour les clients de mon père et a documenté chaque instant de bonheur domestique sur les réseaux sociaux. Ta sœur a une si belle famille, soupirait ma mère lors de nos appels téléphoniques de plus en plus rares. Quand vas-tu te poser, Kai ? Ton horloge biologique tourne. Peu importe que j'ai bâti une carrière réussie, que je me sois fait des amis merveilleux et que j'ai créé une vie dont j'étais fier. Aux yeux de ma famille, j'échouais au seul critère qui comptait vraiment, le mariage, les enfants et la proximité avec eux. Le dernier Thanksgiving que j'ai passé à la maison, il y a 2 ans, a tout cristallisé. Mes parents avaient transformé ma chambre d'enfant en salle de jeu pour les enfants de Vanessa sans me le dire.
J'ai dormi sur un canapé-lit au sous-sol pendant que Vanessa et sa famille occupaient les chambres d'amis. Nous pensions que ça ne te dérangerait pas, a expliqué ma mère en voyant mon expression blessée. Ce n'est pas comme si tu étais souvent ici de toute façon. Pendant le dîner, Vanessa a dominé la conversation avec des histoires sur les réussites de ses enfants et la récente promotion de son mari. Quand j'ai essayé de partager des nouvelles sur ma propre promotion au poste de stratège marketing senior, mon père a regardé sa montre et a demandé si quelqu'un voulait plus de dinde. Je suis parti un jour plus tôt en prétextant une urgence professionnelle. Personne ne s'est posé de questions. Personne n'a appelé pour vérifier si j'étais bien rentré à Chicago. 3 semaines plus tard, Vanessa m'a identifié dans une photo de famille prise le lendemain de mon départ. Famille au complet, disait la légende, comme si mon absence était non seulement attendue, mais préférée. C'est à ce moment-là que j'ai finalement accepté la vérité. Je ne serai jamais une priorité pour eux. Je pouvais m'épuiser à essayer de gagner leur approbation, leur attention, leur amour, mais ce serait toujours une bataille perdue d'avance. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Notre communication s'est réduite à des appels de vacances obligatoires et à des messages textes occasionnels. J'ai construit ma vie à Chicago et j'ai essayé de me convaincre que j'étais mieux sans le rappel constant de mon statut de seconde classe dans la famille, jusqu'au jour où mon corps m'a trahi et m'a laissé face à mes pires craintes, être complètement seul au moment où j'avais le plus besoin de quelqu'un. 5 ans après le début de ma vie à Chicago, j'avais enfin trouvé mon rythme. En tant que stratège en marketing numérique chez Horizon Media Group, l'une des meilleures agences de la ville, je gérais des campagnes pour des clients multinationaux avec des budgets de plusieurs millions. Mon appartement à Wicker Park n'était pas immense, mais il était à moi, décoré d'œuvres d'artistes locaux et de meubles que j'avais soigneusement sélectionnés. J'avais un petit cercle d'amis, principalement du travail et de mon cours de poterie hebdomadaire, qui m'acceptaient exactement comme j'étais. La distance avec ma famille me permettait de respirer, de me développer sans être constamment mesuré à l'aune de Vanessa. Notre communication s'était installée dans un schéma prévisible. J'appelais pour les anniversaires et les grandes fêtes, j'écoutais les nouvelles de la vie parfaite de Vanessa et j'offrais des versions soigneusement éditées de la mienne. J'envoyais des cadeaux à Noël et pour les anniversaires de ma nièce et de mon neveu. Ils accusaient rarement réception. Je me disais que c'était normal, sain, même. De nombreux adultes maintenaient un contact minimal avec leur famille. S'il y avait une douleur creuse dans ma poitrine quand je voyais des amis retrouver joyeusement leurs parents dans les aéroports ou quand des collègues quittaient le travail plus tôt pour assister aux événements de leurs frères et sœurs, je l'ignorais. C'était le prix de la paix, de l'évasion du sentiment constant d'inadéquation. Le travail est devenu mon encre, mon identité, ma validation. Chaque campagne réussie, chaque compliment de client, chaque promotion servait de preuve que j'étais digne, capable, précieuse. Je me suis investi corps et âme dans les projets, travaillant régulièrement 12 heures par jour et ramenant mon ordinateur portable à la maison le week-end. Mon patron, Richard, louait mon dévouement tout en l'exploitant simultanément. Kai est notre bourreau de travail attitré, plaisantait-il en réunion. Pas de mari ni d'enfant à la maison, donc elle peut toujours prendre un projet de plus. Je riais avec les autres, faisant semblant que ça ne me piquait pas. Mieux valait être connu pour mon éthique de travail que pour ma situation familiale. Les maux de tête ont commencé il y a environ 6 mois. De petits maux de tête au début, facilement calmés avec des analgésiques en vente libre. Puis est venue la fatigue que le café ne pouvait pas guérir, les vertiges occasionnels quand je me levais trop vite, les nuits passées à fixer mon plafond, incapable de m'endormir malgré une exhaustion profonde. « Tu as besoin de vacances », m'a dit mon amie Olivia lors d'un déjeuner un jour, remarquant les cernes sous mes yeux. « Quand as-tu pris plus qu'un long week-end pour la dernière fois ?» Je ne m'en souvenais pas. Il y avait toujours une autre date limite, un autre client, une autre raison de reporter le soin de moi-même. Le compte Nordstar Athletic devait être mon couronnement. Une entreprise nationale de vêtements de sport cherchant à se redéfinir pour un public plus jeune m'avait spécifiquement demandé pour diriger leur campagne. Richard avait laissé entendre que le succès pourrait signifier une promotion au niveau de directrice avec une augmentation de salaire significative et ma propre équipe. C'est ta chance de vraiment briller, m'a-t-il dit, en laissant tomber une pile de documents de recherche sur mon bureau. La présentation à leur conseil d'administration est dans 3 semaines. J'ai besoin de concepts d'ici vendredi. Je me suis jeté dans le projet, travaillant 16 heures par jour, sautant des repas et ignorant les maux de tête de plus en plus sévères qui nécessitaient maintenant des médicaments sur ordonnance pour être gérés. Ma vision devenait parfois floue lorsque je fixais mon écran d'ordinateur trop longtemps,
mais j'attribuais cela à la fatigue oculaire et je continuais. Le matin de la présentation, je me suis réveillé avec le pire mal de tête de ma vie, une douleur en étau qui rendait même la faible lumière du matin insupportable. J'ai doublé ma dose de médicaments, pris une douche brûlante dans l'espoir de soulager la tension dans mon cou, et je me suis habillé de ma tenue la plus inspirante de confiance, un tailleur gris anthracite avec un chemisier en soie qui avait coûté près de la moitié de mon loyer mensuel. « Tu as l'air terrible », a chuchoté Olivia quand je suis arrivé au bureau, le maquillage soigneusement appliqué pour cacher ma pâleur. Elle avait rejoint l'entreprise seulement 3 mois plus tôt en tant que rédactrice junior et était rapidement devenue la chose la plus proche d'une amie que j'avais au travail. « Es-tu sûr que tu peux le faire ? » « Je vais bien », ai-je insisté, en arrangeant mes documents de présentation. Juste nerveuse. Ce compte est énorme. Les dirigeants de Nordstar sont entrés dans notre salle de conférence à 10 heures précises. Richard m'a présenté avec son charme habituel, et j'ai pris ma place en tête de table. Mes diapositives soigneusement préparées sont apparues sur l'écran derrière moi alors que je commençais à exposer notre stratégie pour revitaliser leur marque. 15 minutes plus tard, la pièce a commencé à basculer. Les visages qui me regardaient se sont brouillés, leurs traits fondant comme des figures de cire à la chaleur. Je me suis agrippé au bord de la table, essayant de me stabiliser. Comme vous pouvez le voir d'après l'analyse démographique, ma voix semblait lointaine, comme si quelqu'un d'autre parlait. La douleur dans ma tête s'est intensifiée, un tisonnier chauffé à blanc derrière mon œil droit. Je me souviens avoir essayé d'attraper mon verre d'eau. Je me souviens que quelqu'un a prononcé mon nom avec une alarme croissante. Je me souviens de la terrible sensation de mes jambes qui cédaient, de tomber en arrière dans le vide. Puis l'obscurité. Des bribes de conscience ont suivi. Des voix qui criaient. Le plafond qui bougeait au-dessus de moi. Le hurlement des sirènes. Un ambulancier posant des questions auxquelles je ne semblais pas pouvoir répondre. Le visage d'Olivia, pâle d'inquiétude, planant au bord de ma vision. La tension artérielle chute. Mettez une perfusion. Madame, pouvez-vous me dire votre nom ? J'ai essayé de répondre, mais ma bouche ne coopérait pas. La douleur était partout maintenant, écrasant mon crâne de l'intérieur. Puis, de nouveau, l'obscurité miséricordieuse. Quand j'ai pleinement repris conscience, j'étais dans un lit d'hôpital. Les lumières étaient tamisées, mais je pouvais distinguer les contours de l'équipement médical qui m'entourait. Une ligne intraveineuse était dans mon bras, et quelque chose bipait régulièrement à proximité. Ma bouche semblait remplie de coton, et la douleur dans ma tête s'était atténuée pour devenir un élancement sourd. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et s'est approchée. « Rebonjour », a-t-elle dit en vérifiant les moniteurs à côté de moi. « Vous avez fait une belle frayeur à tout le monde. Je vais informer le médecin que vous êtes réveillé. » Que s'est-il passé ? Ma voix était un murmure rauque. « Vous vous êtes évanoui au travail. Votre collègue est venu avec vous dans l'ambulance. Elle a dû retourner au bureau mais a dit qu'elle reviendrait plus tard. Elle a ajusté quelque chose sur ma perfusion. Le médecin vous expliquera tout. Essayez de vous reposer. » Le médecin est arrivé peu de temps après, une femme dans la quarantaine avec des yeux bienveillants et une manière directe. « Mademoiselle Davis, je suis le docteur Chen. Vous êtes à l'hôpital Northwestern Memorial. Vous vous êtes évanoui en raison d'une déshydratation et d'un épuisement sévère, mais nous craignons qu'il puisse y avoir des causes sous-jacentes. Nous effectuons quelques tests. Quand puis-je partir, ai-je demandé, pensant déjà à la présentation de Nordstar. J'ai du travail. Cela n'arrivera pas de sitôt, a déclaré fermement le docteur Chen. Votre corps vous dit quelque chose d'important, et vous devez l'écouter. Nous avons contacté vos contacts d'urgence, vos parents. Ils ont dit qu'ils viendraient, mais ne sont pas encore arrivés. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Bien sûr, ils n'étaient pas venus. Pourquoi les avais-je même inscrits comme contact d'urgence ? Force de l'habitude, peut-être, ou un espoir enfantin persistant qu'en cas de véritable crise, ils seraient là pour moi. Ils habitent à Boston, ai-je expliqué, comme si la distance était la seule raison de leur absence. C'est un long voyage. L'expression du docteur Chen suggérait qu'elle comprenait plus que ce que je disais. Eh bien, vous ne serez pas seul. Votre collègue Olivia semble très inquiète, et nous avons un excellent personnel ici. Alors qu'elle expliquait les tests qu'il voulait effectuer, les médicaments qu'il me donnait, les symptômes qu'il surveillait, je me sentais étrangement détaché.
Une partie de moi s'était toujours demandé ce qui se passerait si j'avais vraiment besoin de ma famille. Maintenant, je savais, rien. Rien ne se passerait. Ils ne seraient tout simplement pas là. La chambre d'hôpital est devenue ma nouvelle réalité, un univers stérile de machines qui bipent, de plateaux de nourriture insipide et du grincement rythmé des chaussures d'infirmières sur les sols en linoléum. Le temps a perdu son sens, mesuré désormais en doses de médicaments et en changement d'équipe plutôt qu'en réunion et en délai. J'ai dérivé entre le sommeil et l'éveil ce premier jour, les médicaments rendant tout flou. Quand je me suis réveillé plus clairement le lendemain matin, Olivia était assise dans le fauteuil visiteur à côté de mon lit, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand j'ai bougé. « Salut, la belle au bois dormant », a-t-elle dit en posant son téléphone. « Comment te sens-tu » Comme si j'avais été heurté par un camion, ai-je admis en essayant de m'asseoir. Ma tête a tourné avec le mouvement. Qu'est-il arrivé avec la réunion Nordstar ? Olivia a roulé des yeux. Sérieusement, c'est ce qui t'inquiète ? Tu t'es littéralement évanoui et tu as été transporté d'urgence à l'hôpital. C'était une présentation importante, ai-je insisté faiblement. Richard l'a terminée. Ils se sont inquiétés pour toi, au fait. Les gens de Nordstar, je veux dire. Ils ont envoyé des fleurs. Elle a fait un signe de tête vers un modeste arrangement sur le rebord de la fenêtre que je n'avais pas remarqué. Richard, par contre, a demandé quand tu reviendrais parce que, et je cite, le calendrier de Nordstar est très serré. Ça ressemble bien à Richard, murmurai-je d'abord. Je t'ai apporté quelques affaires. Olivia a posé un sac fourre-tout sur mon lit. Pyjama, article de toilette, ton chargeur de téléphone, et ce livre de ta table de chevet. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai utilisé la clé de rechange que tu m'as donnée. Ce simple acte de gentillesse m'a serré la gorge. Voici Olivia, quelqu'un que je ne connaissais que depuis 3 mois, qui m'apportait des articles de réconfort et s'asseyait à mon chevet. Pendant ce temps, ma propre famille. Mes parents ont-ils appelé l'hôpital ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. L'hésitation d'Olivia m'a tout dit. Je ne suis pas sûr. Les infirmières sauraient mieux que moi. Ce n'est pas grave, dis-je rapidement. Ils sont occupés, et Boston est loin. C'est un vol de 2 heures, a dit Olivia, avec une pointe d'agacement dans la voix. Mais bon, je suis sûr qu'ils ont leur raison. Nous savions toutes les deux quelles étaient ces raisons, mais aucune de nous ne l'a dit à voix haute. Au lieu de cela, Olivia m'a mise au courant des ragots du bureau jusqu'à ce qu'une infirmière entre pour vérifier mes signes vitaux. Plus tard dans l'après-midi, le docteur Chen est revenu avec un neurologue, le docteur Patel. Leurs expressions sérieuses m'ont glacé. Mademoiselle Davis, nous avons quelques inquiétudes concernant vos tests préliminaires, a commencé le docteur Chen. Vos symptômes, combinés à certaines anomalies dans vos analyses de sang et vos premières imageries, suggèrent que nous devons approfondir. Le docteur Patel s'est avancé. Nous aimerions effectuer une IRM et quelques tests supplémentaires. Nous voyons des indications d'une possible pression à l'intérieur de votre crâne qui pourrait expliquer vos maux de tête sévères et votre évanouissement. Une pression comme quoi, exactement ? Ma bouche était devenue sèche. Cela pourrait être plusieurs choses, a-t-il répondu prudemment. Une inflammation, une accumulation de liquide, ou peut-être une masse de quelque sorte. L'IRM nous donnera une image plus claire. Une masse ? Le mot flottait dans l'air, lourd de sous-entendus. Il ne disait pas tumeur, mais c'est ce qu'il voulait dire. La peur a grimpé le long de ma colonne vertébrale, froide et insistante. Je vois, ai-je réussi à dire. Quand cela aura-t-il lieu ? Nous avons programmé l'IRM pour demain matin, a déclaré le docteur Chen. En attendant, nous allons vous mettre sous traitement pour réduire toute inflammation et aider à soulager la douleur. Mes parents ont-ils été informés de cela, ai-je demandé, ne sachant pas pourquoi je me torturais en posant la question. L'expression du docteur Chen s'est adoucie de sympathie. Nous avons de nouveau appelé le numéro de votre dossier ce matin. Votre père a répondu et a dit qu'il prenait des dispositions pour venir mais avait besoin d'un peu de temps. Prendre des dispositions pour un vol de 2 heures pendant que leur fille pourrait avoir une tumeur au cerveau. La blessure de leur indifférence, toujours douloureuse mais généralement gérable, s'est rouverte en grand. Après le départ des médecins, je suis resté allongé dans la pièce sombre, complètement seul avec ma peur. La pensée d'affronter un diagnostic grave sans le soutien de ma famille a fait que les murs de l'hôpital semblaient se refermer sur moi.
J'ai envisagé de les appeler moi-même, mais la fierté m'en a empêché. S'ils ne prenaient pas la peine d'appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles, pourquoi devrais-je les contacter? Le soir a apporté un changement d'équipe, et avec lui une infirmière nommée Jennifer, qui allait devenir une source de réconfort inattendu dans les jours à venir. Pas de visiteurs ce soir, a-t-elle demandé en vérifiant ma perfusion. Mes parents habitent dans un autre état, dis-je, l'excuse sonnant creux même à mes propres oreilles. Jennifer a hoché la tête, sans porter de jugement. Eh bien, vous m'avez jusqu'à 7 heures du matin. Attention, je parle beaucoup. Mes autres patients font généralement semblant de dormir pour avoir un peu de paix. Son bavardage joyeux pendant qu'elle travaillait était étrangement apaisant. Elle m'a parlé de ses 3 chats, de sa passion pour les podcasts sur les crimes réels, et de la récente tentative désastreuse de sa sœur de se teindre les cheveux à la maison, des histoires de vie simple et normale qui m'ont momentanément distraite de la peur qui me rongeait de l'intérieur. Est-ce que beaucoup de patients subissent des interventions graves seuls? Ai-je demandé alors qu'elle partait. Jennifer s'est arrêtée sur le seuil de la porte. Plus que vous ne le pensez. La famille, c'est compliqué. Mais vous savez quoi? Le personnel de l'hôpital devient une assez bonne famille de substitution en cas de besoin. On est là pour vous. Ces paroles sont restées avec moi alors que j'essayais de dormir, en concurrence avec les inquiétudes concernant l'IRM et ce qu'elle pourrait révéler. Mon téléphone est resté silencieux sur la table de chevet. Aucun appel de Boston. Aucun message texte inquiet me demandant comment j'allais. Juste des notifications du travail, des emails et des réseaux sociaux que je ne pouvais pas me résoudre à vérifier. L'IRM du lendemain matin fut un cauchemar claustrophobe de bruit mécanique et d'immobilité. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, luttant contre la panique alors que la machine cliquetait et vrombissait autour de moi. Les techniciens avaient été gentils, expliquant chaque étape, mais rien ne pouvait me préparer à la réalité d'être glissé dans ce tube étroit tout en étant terrifié par ce qu'il pourrait trouver. Ensuite, tremblante et épuisée, j'ai été ramené dans ma chambre pour attendre les résultats. Olivia avait envoyé un texto disant qu'elle passerait après le travail. Le service de Jennifer était terminé, remplacé par une infirmière plus réservée qui a vérifié mes signes vitaux efficacement et sans conversation. Les heures s'étiraient sans fin. Je fixais mon téléphone silencieux, espérant qu'il sonne avec un appel de mes parents. Avaient-ils même réservé des vols? Étaient-ils inquiets du tout? Ou Vanessa avait-elle programmé un autre événement familial qui avait la priorité? L'amertume de ces pensées m'épuisait, mais je ne pouvais pas les empêcher de tourner en rond. Des années de négligence émotionnelle m'avaient conditionné à attendre la déception, mais une partie enfantine de moi avait toujours cru qu'en cas de véritable urgence, ils se manifesteraient. Que lorsque cela compterait vraiment, je compterais pour eux. Le soir de mon 3e jour à l'hôpital, toujours sans nouvelles de ma famille, j'ai dû accepter la vérité. Même une hospitalisation avec une maladie potentiellement grave n'était pas suffisante pour faire de moi une priorité. La prise de conscience fut à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Si cela ne pouvait pas les faire s'inquiéter, rien ne le pourrait. Et si rien ne le pouvait, il était peut-être enfin temps d'arrêter d'espérer. L'ennui a finalement vaincu ma réticence à consulter les réseaux sociaux. 3 jours dans une chambre d'hôpital avec seulement la télévision de jour pour compagnie pousserait n'importe qui à des mesures désespérées. J'ai pris mon téléphone, me disant que je ne vérifierais que les emails professionnels, pas les plateformes sociales où je pourrais voir des nouvelles de ma famille. Cette résolution a duré environ 30 secondes avant qu'une bannière de notification n'attire mon attention. Vanessa Davis vous a identifié dans une publication. Mon pouce a plané dessus, l'instinct me prévenant de ne pas regarder, mais la curiosité morbide l'a emporté. La photo s'est chargée, lumineuse et joyeuse sur mon écran. Mes parents, Vanessa, son mari Travis et leurs 2 enfants souriant devant l'entrée de Six Flags New England. Ils portaient des t-shirts personnalisés assortis sur lesquels on pouvait lire « Journée de plaisir en famille Davis, 2025 ». L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise la veille, 2 jours après mon malaise et mon hospitalisation. La légende a remué le couteau dans la plaie, journée en famille sans drame. Parfois, plus c'est petit, mieux c'est. Temps parfait, compagnie parfaite, journée parfaite. 53 mentions au j'aime, 27 commentaires, tous des variations de belles familles et créer des souvenirs qui comptent. Ma tante Suzanne avait écrit « La parfaite sortie en famille Davis » avec un emoji cœur. Il passait une journée de plaisir en famille pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital à attendre des résultats qui pourraient changer ma vie pour toujours. Non seulement il n'était pas venu être avec moi,
mais il célébrait activement mon absence. Sans drame ne pouvait que se référer à moi, le membre de la famille dont l'exclusion améliorait apparemment l'expérience. J'ai fait défiler les photos supplémentaires, mon père portant mon neveu sur ses épaules, ma mère aidant ma nièce avec de la barbe à papa, Vanessa et Travis s'embrassant devant des montagnes russes. Tout le monde souriait, tout le monde était heureux, personne ne regrettait la fille et la sœur qui pouvaient être gravement malades. Mes yeux brûlaient de larmes non versées, mais j'ai refusé de les laisser couler. Au lieu de cela, j'ai fermé l'application et j'ai posé mon téléphone face contre la table de chevet. Je ne commenterai pas. Je ne réagirai pas. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de savoir qu'ils m'avaient encore une fois blessé. Un coup à la porte interrompit mes sombres pensées. Les docteurs Chen et Patel sont entrés, portant des tablettes et arborant des expressions soigneusement neutres qui m'ont serré l'estomac d'appréhension. « Mademoiselle Davis », commença le docteur Patel en tirant une chaise à côté de mon lit. « Nous avons les résultats de votre IRM. » Je me suis raidi, les mains agrippant la fine couverture de l'hôpital. « Dites-le-moi directement, quoi que ce soit. »« Nous avons trouvé une masse dans votre lobe frontal droit, » a-t-il dit, en tournant sa tablette pour me montrer une image scanner avec une zone blanche distincte mise en évidence. D'après ses caractéristiques, nous pensons qu'il s'agit d'un méningiome, un type de tumeur qui se forme sur les membranes recouvrant le cerveau. Une tumeur ? Le mot que je redoutais. Mes oreilles se sont mises à bourdonner, et je me suis forcé à me concentrer sur l'explication continue du docteur Patel. La bonne nouvelle est que les méningiomes sont généralement bénins, c'est-à-dire non cancéreux. Cependant, l'emplacement et la taille du vôtre provoquent une pression importante, ce qui explique vos symptômes. Il doit être retiré chirurgicalement. Chirurgie, ai-je répété, hébété. Chirurgie du cerveau. Le docteur Chen s'est avancé. La procédure comporte des risques, comme toute intervention chirurgicale, mais le docteur Patel est l'un des meilleurs neurochirurgiens du Midwest. Étant donné la nature progressive de vos symptômes, nous recommandons de procéder assez rapidement, si possible dans la semaine à venir. Ils ont continué à expliquer la procédure, le processus de récupération, les taux de réussite, mais leur voix semblait venir de très loin. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que j'allais faire face à une opération du cerveau complètement seul. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous, demanda doucement le docteur Chen. Famille ou ami qui pourrait être ici? L'image de ma famille riant à Six m'est apparue à l'esprit. Non, dis-je fermement. Personne n'a besoin d'être contacté. Après le départ des médecins, promettant de revenir le lendemain avec plus de détails sur la programmation de l'opération, je suis resté assise dans un silence stupéfait. Tumeur cérébrale, chirurgie, convalescence, tous des mots qui ne devraient pas faire partie de ma réalité. À 29 ans, les personnes confrontées à une grave crise de santé étaient censées être entourées de leurs proches, pas allongées seules dans une chambre d'hôpital pendant que leur famille profitait des parcs d'attractions. L'injustice de la situation a brisé quelque chose en moi, libérant un torrent de larmes que j'avais retenu pendant des jours, des années. Je pleurais encore quand Jennifer est arrivée pour son service du soir. Elle m'a jeté un coup d'œil et a fermé la porte pour préserver mon intimité. Mauvaise nouvelle, a-t-elle demandé doucement, en me tendant une boîte de mouchoirs. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers les sanglots. Tu veux en parler? On me dit que je suis une bonne auditrice quand je ne te casse pas les oreilles. Alors, je lui ai parlé du diagnostic, de l'opération recommandée, puis, à ma grande surprise, de ma famille, de la photo identifiée, et des années de négligence émotionnelle qui avaient précédé. D'avoir à affronter seule une opération du cerveau parce que les personnes qui devraient m'aimer inconditionnellement ne prenaient pas la peine de se manifester. Jennifer a écouté sans interruption, me tendant de temps en temps des mouchoirs frais. Quand je me suis finalement tu, émotionnellement épuisé, elle s'est assise sur le bord de mon lit. « Je peux te dire quelque chose ?» a-t-elle demandé. Il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein de stade 3 à 32 ans. Mon mari depuis 8 ans a décidé que c'était trop pour lui et a déménagé 2 semaines plus tard. Mes parents étaient morts. Ma sœur vivait à l'étranger. J'ai traversé la chimio, la radiothérapie et la reconstruction complètement seule. « Comment as-tu fait ?» ai-je murmuré. Un jour à la fois. Et je n'étais pas vraiment seul. Elle a souri légèrement. J'ai trouvé une famille dans des endroits inattendus, mes voisins, mes collègues, même d'autres patients. Parfois, la famille dans laquelle nous naissons nous fait défaut, mais la famille que nous trouvons en chemin peut être plus forte que le sang.
Je ne sais pas si je suis aussi courageuse, ai-je admis. Personne ne le sait avant d'y être obligé, a répondu Jennifer. Et écoute, avoir un système de soutien ne te rend pas faible. Ça te rend humaine. Ta collègue Olivia semble s'en soucier. Laisse-la t'aider. Et nous avons des groupes de soutien ici à l'hôpital pour les patients qui traversent des situations similaires. Je n'ai toujours pas décidé si je vais parler du diagnostic à ma famille, dis-je. Une partie de moi pense qu'il devrait savoir. Mais une autre partie veut te protéger de plus de déceptions, a terminé Jennifer pour moi. Je comprends. C'est ta décision, et il n'y a pas de mauvais choix. Mais prends-la pour les bonnes raisons, pas par fierté ou par dépit. Ces paroles sont restées avec moi longtemps après qu'elle soit partie s'occuper d'autres patients. J'ai pris mon téléphone plusieurs fois pour appeler mes parents, mais je l'ai toujours reposé. Que dirais-je? Salut, j'ai une tumeur au cerveau, mais ne vous inquiétez pas de venir me voir puisque Siflax était clairement plus important. Finalement, j'ai décidé de ne pas leur dire. Pas tout de suite, en tout cas. S'ils ne prenaient pas la peine d'appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles, ils ne méritaient pas de savoir. J'allais m'en sortir seul, avec l'aide de n'importe quelle famille trouvée que je pourrais rassembler. Et peut-être, juste peut-être, serais-je enfin libéré du besoin désespéré d'approbation qui avait façonné toute ma vie. La veille de mon opération programmée est arrivée avec un étrange sentiment de calme. Après le choc initial et la peur, je m'étais installé dans une sorte d'acceptation résignée. Cela se produisait avec ou sans le soutien de ma famille, et je devais me concentrer sur le fait de m'en sortir plutôt que de m'attarder sur ceux qui n'étaient pas là. Le docteur Patel avait expliqué la procédure en détail. Il ferait une incision dans mon cuir chevelu, retirerait une section de mon crâne, extrairait soigneusement la tumeur de la membrane entourant mon cerveau, replacerait l'os et refermerait l'incision. L'opération durerait environ 5 heures, suivie d'au moins 3 jours en unité de soins intensifs, et d'un séjour à l'hôpital d'au moins 2 semaines par la suite. La convalescence après une opération du cerveau est un marathon, pas un sprint, m'avait-il dit. Vous aurez besoin d'aide à votre sortie. Avez-vous quelqu'un qui peut rester avec vous? J'avais hoché la tête vaguement, ne voulant pas admettre que je n'avais aucune idée de qui remplirait ce rôle. Olivia est arrivée ce matin-là, ayant pris un jour de congé pour être avec moi avant l'opération. Elle portait un petit sac de sport et un air de gaieté forcée. J'ai apporté de quoi te divertir, a-t-elle annoncé, sortant des magazines, un jeu d'échecs portable et sa tablette chargée de films. J'ai pensé qu'on pourrait te distraire jusqu'à ce qu'il t'emmène. Sa normalité délibérée était exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons regardé une comédie romantique, joué aux échecs, qu'elle a remporté haut la main, et évité de parler de l'intervention du lendemain jusqu'à ce qu'un bénévole de l'hôpital apparaisse avec les papiers préopératoires. Parent le plus proche, a demandé le bénévole, le stylo en suspens au-dessus du formulaire. Olivia et moi avons échangé un regard. Mettez simplement moi, a dit Olivia avec décision, prenant le presse-papier. Je suis son contact d'urgence maintenant. Ce simple acte de solidarité m'a brûlé les yeux. Tu n'es pas obligé de faire ça. Évidemment que si, puisque certaines personnes ne comprennent pas ce que signifient réellement les obligations familiales, a-t-elle marmonné en remplissant ces informations. De plus, quelqu'un doit arroser tes plantes et nourrir ton levain pendant que tu es ici. Jennifer est arrivée pour son service juste au moment où Olivia partait. Les deux femmes ont échangé des présentations et des numéros de téléphone pour coordonner les visites pendant ma convalescence. La facilité avec laquelle elles ont assumé la responsabilité de moi, de quasi-inconnu il y a quelques jours à peine, contrastait vivement avec l'absence de ma vraie famille. J'ai quelque chose pour toi, a dit Jennifer après le départ d'Olivia. Elle m'a tendu un bout de papier avec plusieurs noms et numéros de chambre. Ce sont des patients qui ont soit subi des opérations similaires, soit qui suivent également un traitement seul. Toutes les personnes sur cette liste ont dit qu'elles accueilleraient volontiers un visiteur si tu en as envie. Maintenant, la veille de l'opération, a-t-elle haussé les épaules. Parfois, parler à des gens qui comprennent est plus que toute autre chose. Mais sans pression. Après que Jennifer soit passée à ses autres patients, j'ai fixé la liste, considérant la situation. Rester assise seule avec mes pensées ne semblait pas attrayant, alors j'ai enfilé la robe de chambre qu'Olivia avait apportée et je me suis dirigé vers la première chambre de la liste. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai rencontré 5 personnes extraordinaires. Martin, un enseignant à la retraite de 67 ans qui avait subi exactement la même opération 3 semaines plus tôt et se remettait très bien. Sophia,
une mère célibataire de 35 ans luttant contre un lymphome dont la famille vivait en Colombie. Darius, un étudiant dont les parents l'avaient renié lorsqu'il avait fait son coming out, faisant maintenant face à une leucémie avec une détermination féroce. Ruth, une femme âgée dont les enfants vivaient à l'autre bout du pays, se remettant d'un AVC. Et Jackson, un père divorcé de 40 ans, père de 3 enfants, qui avait survécu à un traumatisme crânien suite à un accident de voiture. Chaque conversation m'a fait me sentir moins seul, moins singulièrement abandonné. Leurs histoires de résilience, de trouver la force quand cela semblait impossible, m'ont enveloppé comme un bouclier protecteur. Au moment où je suis retourné dans ma chambre, épuisé mais plus calme, je me sentais faire partie de quelque chose de plus grand que moi, une communauté de survivants. J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là et je me suis réveillé prête à affronter ce qui allait arriver. Les préparatifs préopératoires se sont déroulés dans un tourbillon de formulaires, de vérification des signes vitaux et d'instructions de dernière minute. Olivia est arrivée juste avant qu'il ne vienne me chercher pour la salle d'opération, me serrant la main et promettant d'être là à mon réveil. « Tu vas y arriver » a-t-elle murmuré. « Et je suis là. » Ça suffit. L'anesthésiste m'a demandé de compter à rebours à partir de 10. J'ai atteint 7 avant que l'obscurité ne m'emporte. Se réveiller après une opération du cerveau n'a rien à voir avec les films. Il n'y a pas eu de moment dramatique de prise de conscience, juste une émergence progressive et désorientante dans un monde de douleur et de confusion. Des voix flottaient autour de moi, des mains me touchaient, des machines bipayaient, mais tout semblait déconnecté, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Le temps a perdu tout sens. Je dérivais, attrapant des bribes de conversation entre les infirmières et les médecins. Stable, réactive, bon signe. Les mots s'enregistraient sans contexte, s'échappant avant que je puisse les saisir complètement. Quand j'ai finalement refait surface plus complètement, le premier visage que j'ai vu était celui d'Olivia, fatiguée mais souriante, à côté de mon lit en soins intensifs. « Salut » a-t-elle dit doucement. L'opération s'est très bien passée. La tumeur a disparu. Tu vas t'en sortir. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était trop sèche. Elle m'a offert un petit glaçon d'une tasse à côté du lit. Jennifer est là aussi, a ajouté Olivia. Elle est passée pendant sa pause, et Martin du couloir a envoyé des fleurs. Tu as un vrai fan club qui se forme. Une infirmière est apparue, vérifiant les moniteurs et ajustant quelque chose au-dessus de ma tête. Le docteur Patel passera bientôt pour vous donner toutes les informations, mais tout s'est déroulé comme prévu. Quel est votre niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10 ? Le martèlement dans ma tête était intense, mais d'une certaine manière distant. Si, ai-je réussi à dire. On va vous donner quelque chose pour ça, a-t-elle promis, en prenant une note dans mon dossier. Les 3 jours suivants en soins intensifs se sont déroulés dans un brouillard d'analgésiques, de brèves périodes de clarté et de la présence constante du personnel médical. Olivia est venue me voir tous les jours, apportant des nouvelles du travail et de petits témoignages d'encouragement. Jennifer passait à chaque service, parfois juste pour quelques minutes, parfois plus longtemps lorsque sa charge de travail le permettait. Le 4e jour, j'ai été transféré dans une chambre normale, la tête bandée, le corps faible, mais l'esprit de plus en plus clair. Le docteur Patel est passé avec de bonnes nouvelles. La tumeur avait été complètement enlevée, s'était avérée bénigne, et mon pronostic était excellent. Vous aurez besoin de kinésithérapie et d'ergothérapie, a-t-il expliqué, et nous vous suivrons de près pendant l'année à venir, mais je m'attends à ce que vous vous rétablissiez complètement. Ce soir-là, alors que je mangeais lentement le premier vrai repas que j'étais autorisé à prendre depuis l'opération, mon téléphone, qui avait été largement ignoré sur la table de chevet, s'est mis à vibrer à plusieurs reprises. Des notifications de SMS et des alertes d'appels manqués ont rempli l'écran dans une soudaine rafale d'activité, 17 appels manqués de papa, 22 appels manqués de maman, 26 appels manqués de Vanessa, et un SMS de mon père. Nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. Je fixais l'écran avec incrédulité. Après près d'une semaine de silence complet alors que je faisais face à une tumeur au cerveau et à une opération seule, soudainement ma famille essayait désespérément de me joindre. Pas pour prendre de mes nouvelles, pas pour s'excuser de leur absence, mais parce qu'ils avaient besoin de moi. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le SMS de mon père pour en trouver un deuxième en dessous. Ton grand-père est à l'hôpital. AVC. Les médecins disent qu'il ne s'en sortira peut-être pas. Ils demandent après toi. Appelle-nous. Mon grand-père. La seule personne de ma famille élargie qui m'avait toujours vu,
qui m'avait toujours fait me sentir valorisé, qui m'avait appris à pêcher et à jouer aux échecs et à apprécier la musique classique quand j'étais jeune, qui m'envoyait des cartes d'anniversaire avec des notes personnelles même après mon déménagement à Chicago, qui m'appelait tous les mois juste pour discuter. Et il était en train de mourir, demandant après moi, pendant que j'étais moi-même allongé dans un lit d'hôpital, en convalescence d'une opération du cerveau dont ma famille ne savait même rien. Sans réfléchir, j'ai appuyé sur le bouton d'appel à côté de mon lit. Quand une infirmière est apparue, j'ai demandé Jennifer. C'était un moment que je ne pouvais pas affronter seul. Jennifer est arrivée en quelques minutes, son expression passant d'une enquête professionnelle de routine à de l'inquiétude en voyant mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Avez-vous mal ?» Je lui ai tendu mon téléphone sans un mot, le flot de messages et le texto de mon père affiché à l'écran. « Ah » a-t-elle dit après l'avoir lu. Les urgences familiales ont un timing intéressant, n'est-ce pas? Mon grand-père, dis-je, la voix brisée. C'est le seul qui ait jamais. Qui a toujours. Et maintenant il est en train de mourir, et je suis ici, et ils ne savent même pas pourquoi je n'ai pas répondu à leurs appels. Jennifer s'est assise sur le bord de mon lit. Que veux-tu faire? C'était une question si simple, mais elle a tranché dans l'enchevêtrement d'émotions qui obscurcissait mon jugement. Que voulais-je faire? Pas ce que je devais faire ou ce qui était attendu, mais ce que moi, Kai, voulais réellement? J'ai fermé les yeux, les souvenirs de mon grand-père affluents. Papy Howard emmenant Kai de 8 ans à la pêche à l'aube, juste nous deux pendant que le reste de la famille dormait, m'apprenant à appâter mon propre hameçon et à nettoyer ma prise, me disant que j'étais courageuse et capable quand mes parents ne voyaient que ce que je ne pouvais pas faire. Papy Howard assistant à mon exposition d'art du lycée quand mes parents avaient un conflit avec le tournoi de débat de Vanessa, se tenant fièrement à côté de mes peintures et se présentant à tout le monde comme le grand-père de Kai. Oui, l'artiste talentueuse. Papy Howard m'appelant après chaque grande fête que je passais seul à Chicago. Non pas pour me faire sentir coupable d'être absente, mais pour me dire que je lui manquais et qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin de distance. Je dois le voir, dis-je finalement. Mais je ne sais pas si je le peux physiquement. Je veux dire, je viens de subir une opération du cerveau. Laissez-moi aller chercher le docteur Patel, a dit Jennifer. C'est une question médicale d'abord, émotionnelle ensuite. Le docteur Patel fut direct lorsqu'il fut consulté. Il n'est pas conseillé de voyager pendant au moins 2 semaines après une craniotomie. Les changements de pression pendant les voyages en avion pourraient entraîner des complications, et vous êtes toujours à risque de convulsions, d'hémorragie et d'infection. Où se trouve votre grand-père? À Boston, dis-je, le cœur serré. C'est définitivement non pour les voyages en avion, a-t-il confirmé. Même un voyage en voiture d'une durée significative serait déconseillé. Vous avez besoin d'un environnement de repos contrôlé et d'un accès immédiat à des soins médicaux en cas de complications. Donc je ne peux pas y aller, murmurai-je, les larmes aux yeux. Je ne peux pas lui dire au revoir. Vous ne pouvez pas voyager, a-t-il corrigé doucement. Mais il existe d'autres options. Les appels vidéo, par exemple. Olivia, qui était arrivée pendant cette conversation, a pris la parole. D'abord, tu dois rappeler ta famille. Ils ne savent même pas pourquoi tu ne réponds pas. Elle avait raison, bien sûr. Avec Jennifer et Olivia à mes côtés comme des sentinelles protectrices, j'ai composé le numéro de mon père. Il a répondu à la première sonnerie. Kai, où étais-tu? On essaie de te joindre depuis des jours. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Juste une accusation immédiate. J'ai été à l'hôpital, papa, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Une pause. Quoi? Pourquoi? Tu vas bien? Pas vraiment. La simplicité de la réponse semblait flotter dans l'air. Je me suis évanoui au travail la semaine dernière. Tumeur au cerveau. J'ai été opéré il y a 4 jours. Un silence s'est étiré sur la ligne, si long que j'ai cru que nous avions été déconnectés. Finalement, la voix de mon père est revenue, étrangement sobre. Tu es sérieuse? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? L'absurdité de la question me fit rire, un son court et dur qui tira douloureusement sur mon incision. L'hôpital vous a appelé plusieurs fois. Vous avez dit que vous veniez, mais vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes allé à Six Flags à la place. Une autre longue pause. Nous ne pensions pas que c'était si grave. L'infirmière a juste dit que vous étiez déshydraté et épuisé. Et vous n'avez pas pensé à vérifier,
à appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles, à m'appeler directement? Chaque question resserrait ma prise sur le téléphone. Je me suis réveillé seul dans un lit d'hôpital, papa. On m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau seul. Je suis allé en chirurgie du cerveau seul. Kai, pour la première fois, il semblait à court de mots, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Nous aurions dû vérifier. Je suis désolé. Les excuses, probablement les premières que j'ai jamais reçues de sa part, auraient dû sembler capitales. Au lieu de cela, elles sonnaient creuses, trop peu, trop tard. Papy Howard, dis-je, changeant de sujet. Comment va-t-il? Mon père soupira lourdement. Pas bien. Un AVC majeur il y a 3 jours. Il est conscient mais faible. Les médecins ne sont pas optimistes. Je ne peux pas voyager, dis-je. Ordre du médecin. Mais je veux lui parler. Peux-tu organiser un appel vidéo? Bien sûr. Je t'enverrai un texto quand nous serons dans sa chambre. Une hésitation. Ta mère et ta sœur sont là. Elles veulent te parler. Pas maintenant, dis-je fermement. Je suis fatigué. Une opération du cerveau, ça fatigue. Organise juste l'appel avec papy. Après avoir raccroché, je me suis affalé contre les oreillers, émotionnellement épuisé. Olivia m'a serré la main. Tu as été formidable, a-t-elle dit. Très calme, des limites très claires. Il s'est excusé, dis-je, encore en train de traiter cet événement sans précédent. Je crois que je l'ai peut-être choqué. Bien, a déclaré fermement Jennifer. Parfois, les gens ont besoin d'une prise de conscience. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné avec un appel vidéo. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu pour voir la chambre d'hôpital de mon grand-père. Mon père ajustait l'angle du téléphone, ma mère et Vanessa visibles en arrière-plan, toutes deux mal à l'aise. Papy, appelai-je doucement. C'est Kai. La caméra s'est déplacée pour montrer le visage de mon grand-père, plus mince et plus gris que dans mon souvenir, mais ses yeux s'illuminant à ma vue. Ma petite Cathy, a-t-il dit, utilisant son ancien surnom pour moi. Sa voix était pâteuse mais intelligible. Te voilà. J'ai essayé d'incliner mon téléphone pour que ma tête bandée ne soit pas visible, mais ses yeux perçants n'ont rien manqué. Que t'est-il arrivé? A-t-il demandé, l'inquiétude évidente, même à travers son état affaibli. Juste une petite opération, dis-je, en essayant de paraître désinvolte. Rien d'inquiétant. Menteuse, a-t-il dit avec l'ombre de son ancien sourire taquin. Ton père m'a dit. Tumeur au cerveau. Ma courageuse petite. Des larmes ont coulé sur mes joues. Même maintenant, malade et mourant, il était plus inquiet pour moi que pour lui-même. Je vais bien, papy. Les médecins disent que je vais me rétablir complètement. Bien. C'est bien. Ses yeux se sont brièvement fermés, puis se sont ouverts avec effort. Écoute-moi, ma petite Cathy. La maison du lac, elle est à toi. J'ai cligné des yeux, confuse. Quoi? Mon chalet à Crystal Lake. Je te le laisse. Les papiers sont déjà signés. Ces mots devenaient de plus en plus pâteux. Toujours ton endroit spécial. Tu te souviens? Je me souvenais du petit chalet à Crystal Lake où j'avais passé des étés d'enfance, pêchant avec papy Howard aux petites heures du matin, lisant sur la véranda grillagée pendant les orages de l'après-midi, m'endormant au son des huards appelant de l'autre côté des pins. C'était mon endroit préféré au monde, un sanctuaire où je m'étais toujours senti vraiment en paix. Papy, tu n'es pas obligé. C'est déjà fait, a-t-il interrompu. Tu t'en occuperas. Non, tu le feras. Son regard s'est intensifié. Encore une chose, ma petite Cathy. Arrête de fuir. Que veux-tu dire? A-t-il dit, en jetant un coup d'œil vers l'endroit où mes parents devaient se trouver, hors champ. Parle-leur. Fais-toi entendre. Puis décide. Fuir maintient la blessure en vie. Ces paroles m'ont frappé avec la force de la vérité. J'avais fui ma famille pendant des années, me distançant physiquement et émotionnellement, mais sans jamais vraiment affronter la douleur qu'ils m'avaient causée. Sans jamais exiger d'être vu, d'être entendu, d'être valorisé. J'avais accepté mon rôle de fille oubliée et j'avais fui plutôt que de me battre pour la reconnaissance que je méritais. Je le ferai, ai-je promis. La prochaine fois que je les verrai. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant,
a-t-il dit avec une pointe de son ancienne obstination. Je suis fatigué. Parleur. Ses yeux se sont refermés. Je t'aime, ma petite Cathy. Toujours. Je t'aime aussi, papy, murmurai-je. Mais il s'endormait déjà, l'AVC ayant sapé son énergie limitée. Le visage de mon père est apparu à l'écran. Il a besoin de se reposer, disent les médecins. Il s'est interrompu, son regard se fixant enfin sur mon apparence. Mon Dieu, caille, ta tête. Opération du cerveau, lui ai-je rappelé sèchement. Tu te souviens. Il sembla de nouveau à court de mots, une expérience nouvelle et déconcertante pour un homme qui savait toujours exactement quoi dire. Nous aurions dû être là. Oui, ai-je convenu. Vous auriez dû. Ma mère est apparue à côté de lui, la main volant à sa bouche en me voyant. Caille, tes beaux cheveux. De toutes les choses sur lesquelles se concentrait pas ma santé, pas ma peur, pas ma solitude pendant une épreuve potentiellement mortelle, mes cheveux. Ils repousseront, dis-je froidement. Contrairement à la confiance de votre fille en vous. Vanessa s'est immiscée dans le champ, ses traits parfaits arrangés dans une expression sympathique qui n'atteignait pas ses yeux. Caille, si nous avions su que c'était grave, bien sûr que nous serions venus. Vraiment, ai-je lancé. Parce que l'hôpital a appelé et vous a dit que je m'étais évanoui et que j'étais hospitalisé. Cela aurait dû suffire à n'importe quelle famille normale pour au moins appeler et prendre de mes nouvelles. Au lieu de ça, tu m'as identifié dans votre journée en famille sans drame pendant que j'attendais de savoir si j'avais un cancer. Vanessa a eu la grâce de rougir. Ce n'était pas. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais, dis-je avec certitude. Tu as toujours été plus heureuse quand je ne suis pas là pour compliquer ton récit familial parfait. Eh bien, félicitations. Tu as eu ton vœu. J'ai affronté le moment le plus effrayant de ma vie complètement seul parce que ma famille ne pouvait pas prendre la peine de décrocher un téléphone. Mon père s'est raclé la gorge. Caille, nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Vraiment, ai-je demandé simplement. Parce que l'amour, c'est être présent. C'est se soucier. C'est faire de quelqu'un une priorité. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'un de vous a fait ça pour moi. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous t'avons toujours soutenu. Quand, ai-je exigé? Quand m'avez-vous jamais mis en premier? Quand m'avez-vous jamais choisi plutôt que Vanessa? Quand avez-vous jamais reconnu mes réussites sans les comparer aux siennes? Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Je raccroche maintenant, dis-je. Je suis fatigué et j'ai besoin de me reposer. Dis à papy que j'appellerai demain. Et ne vous inquiétez pas de venir à Chicago. J'ai des gens qui s'occupent de moi. Une vraie famille. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. J'avais tenu ma promesse à papy Howard. J'avais dit ma vérité, et pour la première fois de ma vie, je me sentais libéré du besoin désespéré de leur approbation. Olivia, qui était sortie pendant l'appel pour me laisser de l'intimité, est revenue avec une tasse de glaçons. Comment ça s'est passé? Exactement comme il le fallait, ai-je répondu. Je suis prête à me concentrer sur la guérison maintenant. 2 semaines après mon opération, contre l'avis ferme du docteur Patel mais avec son approbation réticente, j'ai pris un train pour Boston. L'état de mon grand-père s'était quelque peu stabilisé, bien que le pronostic restât mauvais. J'étais déterminé à le voir une dernière fois, à le remercier en personne d'être le seul membre de la famille à avoir toujours reconnu ma valeur. Olivia avait insisté pour m'accompagner, prenant des jours de vacances supplémentaires pour servir de ce qu'elle appelait mon garde du corps médical. Jennifer avait fourni des instructions détaillées pour la gestion de mes médicaments, la reconnaissance des signes avant-coureurs et la gestion des complications potentielles pendant le voyage. Mes collègues de travail avaient organisé un service de livraison de repas pour mon retour à Chicago, et Martin de l'hôpital avait offert son chalet au bord du lac pour ma période de convalescence une fois que je serais autorisé à voyager plus longtemps. Le déferlement de soutien de la part de quasi-inconnus contrastait vivement avec les tentatives tardives et maladroites de réconciliation de ma famille. Mon père avait appelé tous les jours depuis notre confrontation, ses conversations raides et formelles, s'enquérant de ma santé mais n'abordant jamais les problèmes plus profonds entre nous. Ma mère avait envoyé des fleurs à ma chambre d'hôpital avec une carte signée « Amour, maman et papa », mais sans message personnel.
Vanessa avait retiré la publication Famille sans drame des réseaux sociaux et l'avait remplacée par un message générique « Je pense à toi » en m'identifiant. Rien de tout cela ne semblait sincère. Rien ne reconnaissait les années de négligence émotionnelle qui avaient abouti à ce que j'affronte seul une opération du cerveau. Mais je n'allais pas à Boston pour eux. J'y allais pour Papy Howard. Le voyage en train fut épuisant. Chaque secousse et vibration envoyait une douleur à travers mon crâne encore en guérison. Au moment où nous sommes arrivés à la gare de South Station à Boston, j'étais pâle et tremblante, m'appuyant lourdement sur Olivia. Nous prenons d'abord une chambre d'hôtel, a-t-elle insisté. Tu as besoin de te reposer avant de les affronter. Je n'ai pas discuté. Le trajet en train de 4 heures avait épuisé le peu d'énergie que j'avais accumulé pendant mon séjour à l'hôpital. Nous nous sommes enregistrés dans un hôtel près de l'hôpital où mon grand-père était soigné, et je me suis effondré sur le lit, m'endormant presque instantanément. Le lendemain matin, me sentant quelque peu rétabli, nous avons pris un taxi pour l'hôpital général du Massachusetts. Je n'avais délibérément pas informé ma famille de mon arrivée, voulant voir mon grand-père sans leur présence envahissante si possible. La chance était avec moi. Quand nous sommes arrivés dans sa chambre, elle était vide de visiteurs, bien que la collection de vestes et de tasses à café suggéra que mes parents et ma sœur venaient de sortir, probablement pour le petit déjeuner à la cafétéria. Papy Howard était réveillé, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de Boston. Il s'est tourné à mon entrée, son visage s'illuminant de surprise et de joie. « Ma petite Cathy » a-t-il dit, son élocution toujours pâteuse mais plus forte que lors de notre appel vidéo. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu, » dis-je en m'approchant de son chevet et en me penchant délicatement pour lui embrasser la joue. Rien au monde n'aurait pu m'en empêcher. Son regard a balayé mon apparence. L'incision en cours de cicatrisation, partiellement visible sous mon bonnet en tricot lâche. La perte de poids de mon séjour à l'hôpital. La pâleur persistante. Tu n'aurais pas dû voyager. Trop tôt après l'opération. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, ai-je taquiné doucement, en désignant son propre lit d'hôpital. De plus, je devais te remercier en personne pour la maison du lac, mais surtout pour avoir toujours été la seule personne de cette famille à m'avoir vraiment vu. Il a tendu la main vers la mienne, sa poigne plus fragile que dans mon souvenir, mais toujours chaude et rassurante. J'ai toujours été fier de toi, Cathy. De ta force, de ton indépendance, de ton cœur. J'ai ravalé mes larmes. Je l'ai appris de toi. Leur as-tu parlé, a-t-il demandé. Tes parents, Vanessa? Je leur ai dit ce que je ressentais, ai-je confirmé. Mais je ne pense pas qu'ils m'aient vraiment entendu. Ou s'ils l'ont fait, ils ne savent pas comment arranger les choses. Peut-être que certaines choses ne peuvent pas être arrangées. Il secoua légèrement la tête. La famille, c'est compliqué. Les gens font des erreurs, des grosses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, l'amour devrait être plus qu'une obligation, dis-je. Plus qu'un mot. Il le devrait, acquiesça-t-il. Mais parfois, les gens ne savent pas comment le montrer correctement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et mes parents et Vanessa sont entrés, portant des tasses de café et des sacs en papier de la cafétéria. Ils se sont figés en me voyant assise à côté du lit de Papy Howard. « Kai » a haleté ma mère. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas voyager. »« Bonjour à toi aussi, maman, dis-je sèchement. »« Je vais bien. »« Merci de demander. » Mon père s'est ressaisi le premier, posant son café et s'approchant prudemment comme si je pouvais m'enfuir. « Nous ne savions pas que tu venais. Tu aurais dû nous le dire. Nous serions venus te chercher à la gare. » Je me suis débrouillé, dis-je en désignant Olivia, qui se tenait tranquillement dans un coin. Voici mon amie Olivia. Elle s'est occupée de moi depuis l'opération. Un silence inconfortable s'est installé alors que le sous-entendu de mes paroles était compris. Depuis l'opération pour laquelle vous n'étiez pas là. Vanessa a brisé la tension, s'avançant avec une gaieté forcée. Tu as l'air en forme. Je veux dire, compte tenu de. Eh bien, tu sais, une opération du cerveau, ai-je complété. Tu peux le dire, Vanessa. Ce n'est pas contagieux. Mon grand-père a gloussé faiblement. Tu as toujours cette langue bien pendue. Bien. Tu en auras besoin. Il a regardé ma famille d'un air significatif. Asseyez-vous tous. Il est temps de dire la vérité.
Personne ne discutait avec Papy Howard. Pas même maintenant. Mes parents se sont perchés maladroitement sur les chaises de visiteurs en vinyle tandis que Vanessa s'appuyait contre le rebord de la fenêtre. Olivia s'est discrètement éclipsée, murmurant quelque chose à propos de trouver du café. J'observe ce drame familial depuis trop d'années, a commencé mon grand-père, sa voix gagnant en force à chaque mot. Je me suis tu parce que ce n'est pas ma place d'interférer. Mais je suis en train de mourir, alors au diable la politesse. Papa, tu n'es pas en train de mourir, a protesté faiblement mon père. Tais-toi, Franklin, a rétorqué Papy Howard. J'ai 83 ans et j'ai eu un AVC massif. Je suis en train de mourir. La question est de savoir si cette famille mourra avec moi. Il a fixé mon père d'un regard sévère. Toi et Diane avez échoué avec Kai. Pas une fois, mais à plusieurs reprises pendant des années. Mon père a ouvert la bouche pour protester, mais Papy Howard a levé une main tremblante. Laisse-moi finir. Vous avez tout donné à Vanessa. Attention, louange, priorité. Vous n'avez rien laissé à votre plus jeune fille, sauf des normes impossibles et des comparaisons constantes. Le visage de ma mère a rougi. Ce n'est pas vrai. Nous aimons nos deux filles de la même manière. L'amour n'est pas égal s'il n'est pas équitable, a contré mon grand-père. Vous n'avez jamais vu Kai pour elle-même. Vous n'avez vu que comment elle se mesurait à sa sœur. Vous l'avez rendue invisible dans sa propre famille. Des larmes me sont montées aux yeux en entendant quelqu'un articuler enfin ce que j'avais ressenti toute ma vie. Invisible. Non vu. Une déception perpétuelle par comparaison. Et toi, Papy Howard s'est tourné vers Vanessa, tu l'as accepté. Tu en as profité. Traitement de faveur, enfant en or, tu n'as jamais défendu ta sœur, jamais partagé la vedette. Le calme parfait de Vanessa s'est fissuré. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas de ma faute si Kai s'est toujours senti éclipsé. Je ne peux pas m'empêcher de réussir. Non, dis-je doucement. Mais tu aurais pu éviter de me le jeter au visage, de m'identifier dans tes photos de famille parfaite pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. C'était un choix, Vanessa. Je ne savais pas que tu subissais une opération, a-t-elle protesté. Tu savais que j'étais hospitalisé, ai-je contré. L'hôpital a appelé et au lieu de décrocher le téléphone pour prendre de mes nouvelles, tu as emmené nos parents à Six Flags et tu as publié sur le fait que le temps en famille est bien meilleur sans mon drame. Vanessa a au moins eu la décence d'avoir l'air honteuse. Je n'aurais pas dû publier ça. C'était irréfléchi. C'était cruel, ai-je corrigé, mais ce n'était pas nouveau. C'était juste le dernier d'une vie de moment où cette famille a clairement montré que j'étais au mieux une pensée après coup, au pire un inconvénient. Mon père s'est levé brusquement, arpentant la petite pièce. Ce n'est pas juste. Nous avons fait une erreur. Nous aurions dû prendre de tes nouvelles à l'hôpital. Oui. Mais agir comme si nous avions été de terribles parents toute ta vie. Assieds-toi, Franklin, ordonna Papy Howard. Et écoute pour une fois dans ta vie. Mon père se laissa retomber sur sa chaise, l'air mutin. Kai, a dit doucement mon grand-père. C'est ton tour. Dis ce qui doit être dit. Tout. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant le courage qu'il croyait si clairement que je possédais. J'ai passé toute mon enfance à essayer d'être vu par vous, ai-je commencé, en regardant directement mes parents, à essayer de mériter l'attention et l'approbation que vous donniez si librement à Vanessa. J'ai ramené de bonnes notes, j'ai gagné des prix, j'ai tout fait correctement, et ce n'était jamais assez. Jamais aussi bien que Vanessa. Nous étions fiers de toi, a insisté ma mère. Vraiment? Parce que vous ne l'avez jamais dit. Pas sans ajouter, mais Vanessa l'a fait mieux, ou, si seulement tu travaillais un peu plus dur. Les mots ont jailli maintenant, des années de blessures refoulées trouvant enfin une voie. Savez-vous pourquoi j'ai déménagé à Chicago? Pas pour le travail. Pour m'échapper. Pour découvrir qui je pouvais être sans être constamment mesuré à Vanessa et trouver manquante. Nous n'avons jamais eu l'intention de te faire sentir comme ça, a dit mon père, sa voix plus basse maintenant. L'intention ne change pas l'impact, ai-je répondu. Et l'impact, c'est que j'ai affronté seul une opération du cerveau parce que je ne croyais pas que ma propre famille se souciait assez pour être là. Ce n'est pas une petite chose, papa. C'est le résultat d'années de sentiments d'insignifiance pour les personnes qui devraient me valoriser le plus. Un silence est tombé après mes paroles, lourd d'émotions inexprimées.
Mon grand-père a de nouveau tendu la main vers la mienne, la serrant de manière encourageante. Et maintenant, a finalement demandé Vanessa. Où est-ce que ça nous mène? Ça dépend, dis-je. Je n'ai pas besoin de grands gestes ni d'excuses spectaculaires. J'ai besoin de changement. De vrais changements. J'ai besoin d'être vu et valorisé pour qui je suis, pas pour qui vous voudriez que je sois ou comment je me compare à Vanessa. J'ai besoin que mes réussites soient reconnues sans comparaison. J'ai besoin d'être une priorité parfois, pas une pensée après coup. Nous pouvons le faire, a dit ma mère, les larmes coulant sur son visage. Nous voulons faire mieux, Kai. Nous t'aimons. Peut-être, ai-je reconnu. Mais l'amour sans respect, sans effort, sans être présent quand ça compte, ce n'est plus assez. Le moniteur de mon grand-père a bipé et il a brièvement fermé les yeux, la conversation émotionnelle pesant sur sa santé fragile. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui, dis-je en me levant prudemment. Papy a besoin de se reposer, et moi aussi. Olivia et moi logeons au Hampton en ville. Je reviendrai demain. Alors que je me tournais pour partir, mon père a parlé, sa voix inhabituellement humble. Nous donneras-tu une chance, Kai? De prouver que nous pouvons changer, d'être la famille que tu mérites. Je me suis arrêté à la porte. Je ne fais aucune promesse, mais je ne fuis plus non plus. C'est un début. 6 mois plus tard, je me tenais sur le quai de Crystal Lake, regardant le coucher de soleil peindre l'eau de teintes dorées et cramoisies. Ma convalescence avait été lente mais régulière, avec des revers occasionnels mais des progrès globaux qui impressionnaient mon équipe médicale. Le chalet, désormais légalement mien suite au décès paisible de Papy Howard 3 semaines après notre conversation à l'hôpital, était devenu mon sanctuaire pendant ma convalescence. La relation avec ma famille restait compliquée. Il y avait eu des visites maladroites, des conversations difficiles, des moments de progrès suivis de retours frustrants à d'anciens schémas. Mes parents essayaient, à leur manière imparfaite, de comprendre les dommages qu'ils avaient causés et de construire quelque chose de nouveau. Vanessa et moi maintenions une distance prudente, civile mais pas proche, les années de déséquilibre n'étant pas facilement surmontées. Mais le changement le plus profond était en moi. Je ne me définissais plus par leur approbation ou leur validation. Je ne portais plus le besoin désespéré de prouver ma valeur à des personnes qui n'avaient pas réussi à l'avoir. J'avais découvert ma propre force dans la crise et tissé des liens qui remplissaient le vrai sens de la famille. Olivia était devenue ma meilleure amie. Les visites de week-end au chalet du lac, une tradition régulière. Jennifer et moi échangions régulièrement des SMS et nous nous retrouvions tous les mois pour un café lorsque nos emplois du temps le permettaient. Le groupe de soutien de l'hôpital était devenu un cercle social soudé, des gens qui comprenaient la lutte et la résilience d'une manière que ma famille biologique ne pourrait jamais comprendre. J'avais créé ma propre définition de la famille, une définition basée sur le choix plutôt que sur l'obligation, sur la présence plutôt que sur l'ADN partagé. La douloureuse leçon de mon abandon à l'hôpital m'avait finalement offert le plus grand des cadeaux, la liberté des chaînes de la recherche d'approbation de ceux qui étaient incapables ou peu disposés à la donner. Alors que le soleil plongeait sous la ligne des arbres, projetant de longues ombres sur le quai, j'ai entendu des portières de voitures claquer et des voix s'approcher. Ma famille choisie arrivant pour le rassemblement du week-end que j'organisais maintenant tous les mois. Des gens qui venaient parce qu'ils voulaient être avec moi, pas parce qu'ils sentaient qu'ils le devaient. C'était la leçon la plus profonde que mon épreuve m'ait apprise. La famille n'est pas toujours celle qui vous élève. Parfois, c'est celle qui se présente quand vous vous effondrez, qui s'assoit à votre chevet à l'hôpital, qui vous aide à guérir de toutes les manières qui comptent. Parfois, il faut perdre ce que l'on croyait avoir besoin pour trouver ce que l'on mérite vraiment. Avez-vous déjà dû redéfinir ce que la famille signifie pour vous? Commentez ci-dessous avec votre expérience. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience et de découverte de soi. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que parfois la famille que nous choisissons est plus curative que la famille dans laquelle nous naissons. Merci de votre écoute et rappelez-vous, vous méritez des gens qui sont là pour vous sans qu'on le leur demande.